Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence avec les titres. Le Crédit Agricole d'Île-de-France visé dans une affaire de blanchiment d'argent. Une plainte contre X vient d'être déposée. Des agences yvelinoises sont accusées d'avoir fermé les yeux. Des comptes personnels auraient été utilisés comme des comptes professionnels. Plus d'explications dans un instant. La voiture C3 ne sera plus produite sur le site PSA de Poissy. Le groupe délocalise la production en Slovaquie. Une annonce qui inquiète les syndicats. Un accord a été trouvé entre la direction de Phébus et les syndicats. Une grève entamée le 12 mai perturbait fortement le trafic des bus sur Versailles. Retour à la normale prévu lundi prochain. Et puis nous retrouverons Amara Traoré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association Véry Emploi. Son but, aider les jeunes à entrer sur le marché du travail. On en parle dans un instant, mais avant cela, place à l'actualité économique de la semaine. Les chiffres du chômage viennent de tomber ce soir. En Île-de-France, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'établit à 637 630. Ce nombre augmente de 0,1% par rapport au mois dernier. Concernant les Yvelines, ce taux augmente de 0,7%. Le Crédit Agricole d'Île-de-France impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Une plainte contre X a été déposée cette semaine, mais c'est clairement cette banque qui est attaquée. À l'origine, une information judiciaire datant de mars 2013 impliquant 6 personnes pour escroquerie et recel en bande organisée. Ces individus auraient illégalement revendu des camions. Les sommes perçues, plusieurs centaines de milliers d'euros, ont été déposées dans des agences yvelinoises du Crédit Agricole. La direction n'aurait alerté les autorités qu'après presque 2 ans de mouvement de capitaux, parmi les 6 personnes mises en examen, 2 ont été écrouées. Pour leur avocat, Claude Debouzer-Lepidi, il estime que la banque est complice et a profité de faire fructifier cet argent. On l'écoute. Le comportement de professionnels qui laissent fonctionner des comptes personnels qui, lors de l'ouverture, alors qu'ils savent pertinemment, pleine connaissance de cause donc, que les seuls revenus déclarés sont des revenus de RSA, alors qu'ils ont admis des sommes très conséquentes et qu'ils ont vu évoluer un compte comme un véritable compte professionnel, eh bien ces gens-là, ils ne peuvent pas être écartés des poursuites. Il faut qu'ils se justifient. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte contre X. Pourquoi? Parce que ça vise plusieurs faits. Ça peut constituer des agissements de blanchiment d'argent. Et donc, par conséquent, le Crédit Agricole n'est pas à l'abri des poursuites. Il devra se justifier sur le plan local, mais sur le plan aussi de la direction. Le Crédit Agricole, de son côté, n'a pas donné suite à notre demande d'interview. PSA, Peugeot, Citroën va délocaliser la production de la prochaine génération de la citadine C3 en Slovaquie. Elle est actuellement produite sur le site de Poissy. Des sources syndicales évoquent également la délocalisation d'une autre voiture, l'entrée de gamme de la 208. La CGT craint de nouvelles suppressions d'emplois. On compte actuellement 5800 personnes en CDI sur ce site yvelinois. La circulation des bus à Versailles devrait reprendre normalement lundi prochain. Un dialogue a pu être établi entre la direction et les syndicats pour mettre fin à la grève entamée le 12 mai. Les grévistes avaient dans un premier temps bloqué le dépôt de bus et la circulation était encore jusqu'à aujourd'hui très ralentie. Hier, les syndicats ont obtenu une hausse des salaires de 1,2%, une prime de fin d'année de 360 €. Une prime de participation exceptionnelle de 240 € a également été versée à tous les salariés. C'est justement la baisse de cette prime qui avait mis le feu aux poudres. Cette année, les syndicats agricoles ont fait parler d'eux. On se souvient notamment du blocus de Paris en novembre dernier, que vous pouvez voir sur ces images. À l'époque, les agriculteurs exprimaient un ras-le-bol d'une surfiscalisation. Ils dénonçaient une hausse de la TVA, les nouvelles réglementations environnementales ou encore des contraintes réglementaires plus importantes. À l'initiative de ce mouvement, la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Île-de-France, hier, elle tenait son assemblée générale à Louvciennes et a dressé le bilan de ses actions. Selon elle, le blocus a permis un assouplissement de la nouvelle PAC, la politique agricole commune, mais il reste encore des efforts à faire. Les questions environnementales limitent, selon elle, la production des agriculteurs. On écoute Damien Greffin, le président de la fédération. On va nous interdire de traiter les plantes en fleurs
pendant la période de floraison. On va nous interdire de traiter à proximité des habitations. Vous avez entendu Ségolène Royal qui disait hier qu'on allait interdire les agriculteurs de traiter à moins de 200 mètres des écoles. Donc voilà, on est dans du dogme qui dit moins de production, dit moins de revenus, etc., mais dit moins de production aussi à l'export. Donc on est véritablement dans un système décroissant, alors qu'en période de crise, on devrait plutôt essayer de compter sur ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui rapporte des devises à l'État tous les ans. 20 équipes universitaires en provenance de 16 pays pour un concept de maison solaire autonome en énergie. C'est le principe du Solar Décathlon qui s'ouvrira à Versailles le 28 juin. La compétition lancée voici 10 ans par les États-Unis se déroulera donc en France. Pour les sociétés hexagonales, c'est l'occasion de dénicher de nouvelles idées et d'exposer leur savoir-faire. ERDF vient d'acter son partenariat avec la ville de Versailles. Elle va mettre à disposition un réseau intelligent de distribution publique d'électricité alimentant la zone de compétition et des bornes de recharge des véhicules électriques. Et on veut vraiment, à partir de cette opération, tirer des enseignements sur la manière optimale de gérer des réseaux de distribution demain, avec l'ensemble des nouvelles technologies, mais surtout avec l'intégration des énergies renouvelables, et puis également avec des nouveaux usages comme le véhicule électrique. Un test donc grandeur nature pour cette entreprise. À quoi ressemblera la voiture du futur? Une association bretonne mise sur un véhicule solaire, une voiture écologique qu'elle présentait mardi à Satori. Sur le bord de la piste, Patrick Jacques de Dixmude, Michael Jarry et Jérémy Ebras. Des voitures de course, elle n'est pas la plus rapide, mais elle est de loin la plus écologique. Équipée de panneaux solaires, cette voiture électrique convertit l'énergie solaire en électricité pour pouvoir avancer. Elle peut rouler jusqu'à 80 km/h et la piloter provoque des sensations aussi fortes que dans les autres véhicules de course. On est au milieu de la voiture, au ras du sol. Alors on monte facilement à 70-80 km/h, donc les sensations évidemment sont extraordinaires. Et qui dit voiture écologique dit conduite écologique. On est beaucoup plus, disons, impliqué dans la conduite de la voiture. Sachant que la conduite d'une voiture électrique solaire, c'est une conduite souple, tout en douceur, raisonnable. Disons, c'est une conduite durable. Initié en 2009, ce projet de voiture solaire est l'œuvre de l'association Eco Solar Braze. Derrière ce petit véhicule, de nombreux acteurs et plus de 20 000 heures de travail. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus d'une cinquantaine de partenaires. TPE, PME, des grands groupes également, et puis des laboratoires, puisqu'en fait c'est un mixte entre des universités, des écoles d'ingénieurs, des lycées. Car l'objectif du projet est aussi de sensibiliser les jeunes à l'écologie. Au total, ce véhicule solaire a coûté un peu plus de 150 000 €, un investissement conséquent qui a le mérite d'épargner les dépenses en carburant et surtout de préfigurer la voiture de demain. Sodifi vient d'acquérir un immeuble de bureaux à Montigny-le-Bretonneux, coût de l'opération 32 millions d'euros. Cet ensemble, construit en 2008 d'une surface de 10 000 m² de bureaux, propose un restaurant interentreprise et bénéficie de 167 places de parking. L'actif est entièrement loué au groupe Hertz et Assystem. Il peut accueillir 900 salariés. L'usine L'Oréal de Rambouillet, appelée Faprogy, a reçu la semaine dernière le prix de l'excellence industrielle par le journal L'Usine Nouvelle et l'école de management INSEAD. C'est dans cette usine que le groupe de cosmétiques a imaginé et testé la plupart des projets d'amélioration de la productivité déployés par la suite dans l'ensemble de ses sites internationaux. Sa particularité, sa spécialisation, elle ne produit que des shampoings et des après-shampoings. Cela lui a permis d'accueillir dans ses locaux son principal fournisseur de bouteilles. On parle alors d'organisation wall-to-wall. Autre révolution, des chariots élévateurs à guidage automatique qui prennent en charge les opérations logistiques. Et enfin, le site a investi dans une chaudière biomasse en juin dernier. Les émissions de CO2 ont ainsi été réduites de 81%. On passe maintenant à l'entretien. Et nous recevons sur notre plateau Amara Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'association Véry Emploi. Alors, tout simplement, expliquez-nous votre action. Écoutez, l'action va consister à essayer de rapprocher tout ce qui concerne l'emploi, les chefs d'entreprise, et d'un autre côté, les demandeurs d'emploi. J'insiste sur le fait que sur la Verrière, on a, notamment sur le quartier du Bois de l'Étang,
une forte population sans qualification, sans formation. Et pour répondre à cette demande forte, nous souhaitons, c'est en cours de discussion, faire de la mise en place du tutorat avec les entreprises locales. Alors on va revenir, on va développer un peu ces actions. Finalement, cette idée, elle est venue comment? C'est parce que vous êtes vous-même verriérois, Oui, que je suis moi-même verriérois. C'est aussi Sonia Moussabi et Karima Koubi qui ont été aussi mobilisés. Les autres cofondateurs. Les autres cofondateurs. Et puis ensemble, on a souhaité poursuivre cette dynamique en faveur de l'emploi. C'est parti finalement d'un salon d'un forum qui a eu lieu au mois de septembre à la salle 2 du Scarabée. Et puis à la suite de ce forum, à l'issue de ce forum, on a eu quand même 150 jeunes qui ont participé. Et donc voilà, naturellement, on a souhaité poursuivre cette démarche. Alors il existe de nombreux organismes déjà d'aide à l'emploi. Finalement, c'est un de plus. Qu'est-ce que vous allez apporter? Alors, ce qu'on souhaite, nous, c'est pas se substituer, mais c'est optimiser les moyens existants. Je pense notamment au Pôle emploi. On souhaite être partenaire de Pôle emploi. Aussi avec les entreprises locales, comme je vous le disais, la mise en place de tutorat, ce qui permettra un rapprochement entre d'un côté les personnes demandeurs d'emploi et de l'autre côté chefs d'entreprise. Il y a des partenariats qui sont déjà là en cours de création. Voilà, aucune convention n'est signée, c'est en cours de discussion. Et donc voilà. Vous avez lancé l'association vendredi dernier. C'est ça, vendredi dernier. Et les premières démarches vont commencer là en juin. Vous allez notamment ouvrir des permanences. C'est cela. Alors, où cela et qu'allez-vous y faire? D'accord. Donc la première permanence se déroulera le 20 juin, le vendredi, à la maison de quartier du Bois de l'Étang. Pourquoi celle du Bois de l'Étang? Parce que dans nos 3 quartiers, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au Bois de l'Étang où on a le plus fort taux de chômage. Je ne peux pas vous citer de chiffres concrètement. Et donc voilà, on souhaite vraiment, ces permanences devront répondre aux attentes exprimées des habitants. Ce sera uniquement pour les habitants de la Verrière? Les habitants de la Verrière dans un premier temps, et puis à terme, si ça marche bien, les autres pourront venir. Et je voulais aussi ajouter que, j'ai oublié de le mentionner, on proposera également des séances de coaching. Alors de quoi s'agit-il? De préparer un entretien, coaching savoir-être en entreprise. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'on va essayer de capter auprès de ces jeunes-là, loin de l'emploi, qui se redonnent confiance en eux-mêmes. Les séances de coaching peuvent être un bon moyen. Et je pense aussi que sur un CV, lorsqu'un chef d'entreprise verra qu'un tel a été chômeur pendant à peu près 1 an, mais qui a été quand même, qui a suivi des séances de coaching, voilà, on verra bien que derrière il y a un travail, que la personne veut. Ce que vous souhaitez également faire, c'est finalement aller vers ces jeunes, aller les chercher, disons, et les guider vers les structures qu'il y a, et Dieu sait ce qu'il y en a. Donc voilà. Très bien. Du coup, les actions, donc ce sera avec des entreprises. Pour trouver ces jeunes, ce sera la permanence. Vous allez aussi aller sur le terrain? Oui, sur le terrain, également sur le terrain, mais je pense que la permanence, il faudra vraiment la développer, mais elle ne sera pas uniquement sur le quartier du Bois de l'Étang. On ira aussi à la maison de quartier de Orly Park, ici sur Orly Park. Et pour le village, on a la salle 2 du Scarabée qui peut être un bon moyen, je pense. Alors parmi les cofondateurs, je crois que vous n'avez vous-même pas connu de difficultés finalement à rentrer sur le marché du travail. Non, moi c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu atypique ou classique. J'ai fait un CAP de cuisine en 2 ans et puis j'ai été embauché par la suite. Donc j'ai jamais connu de chômage jusqu'à présent. De la même façon pour les autres membres? Oui, pour les autres membres aussi. C'est une ingénieure, je pense, et une étudiante? C'est ça, Sonia, et une étudiante qui est Karima, c'est ça. Du coup, quand on est étudiant, est-ce qu'on peut également, finalement, aider à rentrer sur le marché du travail alors qu'on n'est nous-mêmes pas encore rentrés? Ça peut être... oui, je pense que c'est pas contradictoire. Parce que souvent, les étudiants, pendant leur période de vacances, ils cherchent un stage ou une formation pour changer de filière, je ne sais pas. Donc je pense que ça peut être une bonne chose également. Pour les personnes intéressées, on peut donc du coup envoyer un mail, l'adresse qui s'affichait à l'écran, verriemploi@gmail.com. C'est ça. Je voulais juste rajouter une autre chose, c'est aussi le fonds d'aide des entreprises qui sera débloqué pour les Verriérois. Alors ce fonds d'aide est l'initiative de la ville, mais Verriemploi sera partenaire. Voilà.
Donc ce sera des aides financières pour la qui création permettront de d'entreprises. donner un coup de pouce à des jeunes qui ont un projet, qu'ils soient professionnels, monter une entreprise ou financer une formation. On fait appel en tout cas aux porteurs de projets et qui n'hésitent pas à aller vers vous. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. C'est moi. On passe tout de suite au magazine. Créer son entreprise en famille, une véritable aventure qu'a menée la famille Desereau à Voisins-le-Bretonneux. Caroline a ouvert son salon de coiffure la semaine dernière avec l'aide de ses parents. Des images de Jonathan Villeman et Patrick Jacques de Dixmude. Le quartier de la Grande Île à Voisins accueille depuis une semaine un nouveau salon de coiffure. Cette création d'entreprise est une véritable aventure familiale. Caroline est coiffeuse. Son père Philippe a quitté l'armée pour devenir le gérant de la société. Sa mère Patricia a arrêté son activité d'assistante dentaire pour travailler à mi-temps au salon. Je vais vous installer juste là. Après 5 ans comme salariée, Caroline avait envie de gérer son propre salon, mais à seulement 27 ans, difficile de convaincre les banques de financer son projet. Par moi-même, oui, financièrement, je n'aurais pas pu toute seule complètement. Donc c'est vrai que grâce à mes parents, j'ai pu en fait voler un peu de mes propres ailes, tout en ayant quand même la famille avec moi. Son père a financé la cession de droit au bail de ce local et s'est chargé des travaux. Sa mère tient lieu d'assistante. Elle gère notamment l'accueil et apprend sur le tas les gestes de base. Et puis je fais aussi donc, le travail d'une apprentie, c'est-à-dire que je passe aussi le balai, j'enlève les cheveux par terre. Bon, le but c'est que notre salon reste le plus sympa possible, le plus clean. Et bon, voilà. Donc je fais tourner les machines, enfin, voilà. Je fais aussi mon petit travail de maman auprès de ma fille. Les clients semblent apprécier cette ambiance familiale. Kitri est d'ailleurs venu sur les conseils de sa mère. Je trouve que du coup l'accueil, c'est vrai que c'est sympa de voir tout le monde là comme ça accueillir c'est vrai que ça donne une bonne ambiance en fait du coup au salon. On se sent bien. Caroline n'est pas fille unique, alors il a tout d'abord fallu que son frère et ses 2 sœurs acceptent ce projet. Dans un premier temps, ils ont eu un petit peu le sentiment qu'on allait favoriser une de leurs sœurs. Mais bon, très vite quand même, c'est rentré au fur et à mesure des discussions familiales dans l'idée que c'était finalement un plus pour tous, d'avoir le sentiment que tout le monde pouvait aider une des sœurs. Aujourd'hui, toute la famille se montre très mobilisée. Anne-Sophie et Philippine ont aidé aux travaux et à la décoration, car le thème marin du salon est aussi une histoire de famille. On a habité en Bretagne pendant 6 ans et mon papa était dans la marine, donc du coup c'était un petit clin d'œil toujours pour la marine et pour la Bretagne. Pour financer ce projet, Philippe a profité d'une aide de l'armée. On nous encourageait, du fait de la déflation des effectifs, à partir avec une aide à la reconversion. Et si cette aide à la reconversion peut être utile pour aider des jeunes à se lancer, essayons. Et c'est parti comme ça. Cet ancien commissaire de la marine a dépensé près de 60 000 €. Rapidement, Patricia a voulu prendre part à l'aventure. Elle aussi souhaitait se reconvertir. Mon but, c'était surtout de garder un emploi à temps partiel, ne pas avoir un temps plein. Dans le domaine de la coiffure, proche de Caroline, apprendre d'autres choses. Donc c'était motivant aussi de découvrir d'autres choses. Mais travailler en famille n'est pas toujours évident. Ça fait un petit peu étrange parce que du coup on se voit la journée, le week-end. Mais c'est sympa parce que du coup le contact se fait plus facilement avec les clients aussi. Ils voient bien que c'est ma maman parce que c'est pas évident de faire comme si je la connaissais pas. Donc du coup je l'appelle maman au travail. Sa sœur estime qu'il faut prendre en compte les aspects positifs mais aussi négatifs d'une entreprise familiale. Je suis assez quand même partagée, je pense que c'est à double tranchant. Je pense que ça peut apporter un plus, mais il faut bien s'entendre parce qu'il y a quand même forcément des aléas à travailler ensemble et il faut arriver à passer les problèmes ensemble sans se disputer, sans que ça prenne non plus trop parti pour ceux qui n'en font pas partie, notamment pour les 3 autres frères et sœurs qui ne travaillent pas là-dedans. Ça ne prenne pas trop de place non plus dans la vie de famille au quotidien, quoi. Pour le moment, pas d'ombre au tableau, la bonne ambiance prime. Philippe envisage même d'aider à nouveau d'autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on finit l'émission avec l'agenda. Mardi prochain, Déclic Théâtre organise un atelier pour mieux communiquer dans ses entretiens de recrutement ou d'évaluation en utilisant les techniques du théâtre. Rendez-vous à la Cité des Métiers à Trappes de 14h à 16h15. Mais attention, il vaut mieux s'inscrire. Et c'est la fin de ce Fil Écho. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h30.